Nous sommes le jeudi 19 mars. Voici à la une. Bonjour, bon jeudi. J'espère que vous allez bien. C'est Mathieu Bellumeur au microphone. Content de vous retrouver. Merci d'être avec nous pour commencer cette nouvelle journée. Journée qui est le lendemain d'un budget qui a été présenté au Québec hier. On va vous donner tous les détails de ce qui a été annoncé. Un budget qui a été qualifié par le ministre des Finances, Éric Girard, lui-même, de sobre, de plutôt conservateur. On voit qu'on est préoccupé avec la situation économique, je dirais mondiale, évidemment, les tensions en Iran, mais aussi, et beaucoup, et c'est ce qu'a dit le ministre hier, cette renégociation à venir de l'accord Canada-États-Unis-Mexique qui pourrait avoir des effets, évidemment, sur les finances publiques au Québec. Donc, Karine Matheux sera avec nous pour nous résumer une partie de ce budget, nous faire entendre également les différentes réactions. Donc, restez des nôtres. Sinon, l'équipe est autour de la table. Julie-Jasmine Boudreau, Olivier Pellerin et Véronique Méran. Bonjour à vous trois. Bonjour. On va se parler ensemble aux actualités culturelles plus tard à l'émission. Julie-Jasmine, d'une nouvelle qui est tombée hier en fin de journée, milieu de l'après-midi. Peut-être Patrick Bruel qui est visé par au moins 2 plaintes à caractère sexuel. Exactement. Puis c'est le site média français qui fait du journalisme d'enquête Mediapart qui a révélé ça. Alors oui, ça a fait beaucoup jaser. Et lui aussi, d'ailleurs, Patrick Bruel, par la voix de son avocat, a réagi. Alors je vais vous expliquer évidemment ce qu'on dévoile dans cette enquête journalistique. Parfait. Et coup d'œil, disons, sur l'aspect culturel du budget Girard d'hier. On vous retrouve plus tard. Le temps de parler avec Véronique Méran. C'est du temps gris dans les prochains jours. Pas mal. Le printemps arrive officiellement demain, je pense. Oui, 10h45, mais on part pas en fou, là. Non, vraiment. Je dirais qu'on part pas pantoute. On va rester avec des températures pas mal, légèrement sous les normales. Encore pour les deux prochaines semaines. Encore? Donc, oui. C'est sûr que la normale, le jour augmente là, quand on est rendu à la fin mars. Donc, quand on vous dit sous les normales, c'est pas si froid que ça. Mais c'est pas le printemps espéré. Là. On n'est pas à 12 degrés ensoleillé. On n'y est pas encore. Ça viendra, mais pas tout de suite, parce que pour l'instant, c'est parti. On parlait d'une série de petits systèmes qui vont se succéder hier. Le premier nous arrive aujourd'hui. Alors, les nuages qui sont bien présents avec ça, c'est possible qu'il y ait des éclaircies au travers de la succession des systèmes, mais dans l'ensemble, c'est la grisaille qui domine. Quelques précipitations modestes, parce que ce sont tous des petits systèmes qui arrivent de l'ouest, comme aujourd'hui. On y va avec 1 centimètre ou 2 de neige fondante, parce que quand même, les températures entre 0 et 2 degrés. La nuit prochaine, autour de -5, -8, -10, là, si on va vers l'Estrie, les Laurentides, secteur de l'Outaouais. Et la même chose se poursuit, un autre système demain vendredi, donc peut-être une éclaircie ou 2 le matin. Ensuite, ça reprend cette petite neige qui pourrait laisser cette fois un 5 à 7 cm, peut-être un peu plus au nord. Et en fin de semaine, c'est assez tranquille samedi, assez gris aussi, quelques éclaircies. Samedi sera la journée la plus douce, 4 à 6 degrés. Et dimanche, les températures retournent plus près du point de congélation ou très légèrement au-dessus, avec une autre perturbation. Encore là, un 5 à 7 cm possible. Mais tout ça est très fondant et au nord du Saint-Laurent, les Laurentides, par contre, pourraient avoir une quinzaine de centimètres de neige. Donc, neige mouillée, collante. Printemps, oui, là, mais pas encore totalement ensoleillé. La neige intermittente est présente également sur le nord-ouest du Québec. C'est le cas aujourd'hui, un 2 à 4 cm pour l'Abitibi. Les températures seront près de 0. Vers le Saguenay, le Lac-Saint-Jean, faible neige aussi, 2-3 cm possible, -2, c'est le maximum anticipé. Généralement nuageux vers le Bas-Saint-Laurent. L'ennuagement va se faire progressivement vers la Gaspésie. La Côte-Nord, la faible neige commencera plutôt en après-midi. Ce soir, les températures -5, -6 degrés pour ces régions. Beaucoup de nuages en Ontario aussi, quoique la tendance sera au dégagement sur la portion nord ce matin. Température près d'1 degré. Très, très gris vers Windsor, Toronto, 7, 9 degrés, mais sous la grisaille. Ottawa, il fera 2. Là aussi, on aura un peu de neige fondante en cours d'après-midi. On a maintenu des avertissements de pluie dans le secteur de Vancouver, Whistler, un petit peu plus au nord, là, 50 à 75 mm jusqu'à vendredi. Un peu moins pour Vancouver même, mais c'est quand même de la pluie qui peut être assez forte par moment. 10, 11 degrés aujourd'hui. Dans les prairies, là, on parle de douceur. Une dizaine de degrés à Edmonton, 19 à Calgary, des vents forts cependant. Un ciel assez variable dans l'ensemble, plutôt nuageux vers Edmonton.
soleil dominant vers le sud de la Saskatchewan, mais beaucoup de vent. On est au-dessus du point de congélation aujourd'hui pour 4 degrés, pour 14, pardon, sur le sud de la Saskatchewan, plutôt 4 sur le sud du Manitoba, mais quand même assez doux là, pour les prochains jours dans l'ouest. Les vents sont présents. Les nuages le seront également sur le sud du Manitoba. Alors, ce qu'on retient, c'est plein de petits systèmes, un après l'autre, avec des quantités de précipitations modestes, mais qui à chaque fois nous rappellent qu'on n'a pas encore les deux pieds dans le printemps. Merci, Véronique. Bonne journée. Bonne journée, Olivier. C'est ce moment de la saison où on commence à regarder les matchs, les fameux matchs de 4 points. Oui. Et qu'on regarde aussi quelle autre équipe gagne ou perd, parce que ça a un impact sur, entre autres, le Canadien de Montréal qui se bat pour une place en série quand même. Oui, qui se bat pour conserver sa place. Pour conserver sa place, parce que le Canadien est quand même dans une bonne position présentement. Mais là, effectivement, les amateurs du Canadien de Montréal vont commencer à regarder les adversaires directs et vont commencer à célébrer des défaites. Parce que ça veut dire que les équipes ne progressent pas au classement, ne grappillent pas certains points ou l'écart qui les sépare du Canadien de Montréal. Et dans les matchs d'hier, il y en avait peu quand même. 6 matchs au programme. Le seul qui impliquait vraiment le Canadien, c'était ce match entre les Capitals de Washington et les Sénateurs d'Ottawa. Les amateurs du Canadien de Montréal auront peut-être la difficulté à célébrer une victoire des Capitals. Souvenez-vous que la saison dernière, c'était les Capitals de Washington qui avaient éliminé le Canadien dès le premier tour. Mais là, ils pourront le faire ce matin parce que les Capitals et Alex Ovechkin, qui a marqué entre autres son 25e de la saison hier dans la victoire des Caps 4-1, ont battu les Sénateurs d'Ottawa. Et donc, ça freine un peu justement cette progression des Sénateurs qui est une équipe qui a un certain élan présentement, qui menace quand même pour une place en séries éliminatoires. Donc ça, c'est une bonne nouvelle. Le Canadien, d'ailleurs, qui sera en action ce soir sur la route à Détroit contre les Red Wings, des adversaires qui sont à portée du Canadien. Donc, match très important encore une fois. Après cette victoire contre les Bruins de Boston, dois-je le rappeler, mardi en prolongation. Et sinon, hier, c'était le retour au jeu de Sidney Crosby. Sidney Crosby qui avait été blessé, capitaine de l'équipe canadienne, blessé lors des Jeux olympiques à Milan-Cortina, était de retour au jeu hier. Un but, une passe pour le capitaine des Penguins de Pittsburgh. Dans une défaite, par contre, en prolongation face aux Hurricanes de la Caroline, une défaite de 6-5. Donc, un retour gâché pour Sidney Crosby, mais quand même rassurant de revoir le capitaine des Penguins revenir au jeu. On sait qu'on est dans le dernier droit. On regarde justement ses têtes d'affiche. Il y a Leon Draisaitl du côté des Oilers d'Edmonton qui est tombé au combat. Saison terminée pour lui. Donc, ses joueurs, ses retours seront très importants pour les équipes qui souhaitent compétitionner, non seulement pour une place, mais peut-être connaître du succès en séries éliminatoires. Donc, voilà. Donc, on surveille le Canadien ce soir. Et puis, on surveille aussi la victoire de Montréal qui sera en action ce soir contre Seattle. Seattle qui est la pire équipe de la LPHF présentement. Donc, il y a un coup à jouer. La victoire qui se défend sans les services de Marie-Philippe Poulin, blessée au genou. Ça permet à Catherine Dubois de faire une promotion, d'être admise sur ce premier trio de l'équipe montréalaise. Ce sera intéressant de voir aussi ce que le reste de l'équipe pourra faire en l'absence de la capitaine. On sait qu'elle est très importante. On a parlé de cette attaque peut-être unidimensionnelle de l'équipe montréalaise. Avec une absence comme celle-là, ça force les autres joueuses aussi à tenter de prendre le pas, peut-être imiter un peu la capitaine. Donc, ce sera surveillé ce soir. Match à la Place Belle à 19h. Le mondial de curling féminin se poursuit et le Canada s'accroche à sa première place en phase de groupe. Oui, grâce à une victoire hier contre l'Écosse, une victoire de 7-5. Donc, Kerri Einarson qui continue son bon travail. Elle est au premier rang avec une fiche de 7 victoires et une défaite. Il y aura 2 matchs d'ailleurs aujourd'hui pour les Canadiennes, mais ça va très bien pour Einarson qui continue d'imposer le rythme. Les Canadiennes qui sont à égalité au premier rang avec les Suisses, l'équipe suisse, pardon, donc avec cette victoire, une défaite. Je le disais, 2 matchs aujourd'hui, entre autres contre la Corée du Sud. La Corée du Sud qui vient tout juste derrière avec 6 victoires, 2 défaites. Donc ce sera un duel intéressant à surveiller et de voir si Kerri Einarson peut peut-être s'amener en finale pour participer à une première finale au mondial féminin de curling. C'est jamais arrivé dans le passé, 2 fois 3e. Maintenant, peut-être qu'elle aimerait être promue dans cette finale. Et je vous rappelle que le Canada a remporté les 2 derniers titres féminins. C'était l'équipe de Rachel Lohman qui l'avait fait, mais a remporté les 2 championnats mondiaux de curling féminin. Donc, ça va bien pour le Canada présentement. Merci, Olivier. Un plaisir. Bonne journée. Au revoir. Allons-y maintenant avec la une des différents quotidiens en commençant. Un peu partout, de toute façon, dans les journaux ce matin, il est question de ce budget. Girard, je le disais, on va y revenir avec Karine Matteux. Girard règle ses comptes. C'est le titre choisi par Le Devoir et en chronique, le chroniqueur Michel David écrit « De Parizeau à Girard, aussi conservateur soit-il, Éric Girard aurait sans doute préféré présenter quelque chose d'un peu plus excitant pour son dernier budget. C'est un peu tristounet comme discours d'adieu, écrit-il. Le nouveau chef du Parti libéral du Québec, Charles Milliard,
hier parlait d'une panne d'inspiration, mais il y a des limites à la comptabilité créative, écrit Michel David. Si ça peut consoler M. Girard, Jacques Parizeau, dont il a d'ailleurs égalé le record de longévité aux finances, avait fait pire que lui dans son 8e et ultime budget. Il y a eu la pandémie pour M. Girard, donc Michel David rappelle qu'il y a eu au début des années 80 ce qui avait freiné Monsieur Jacques Parizeau. Évidemment, c'était la récession du début des années 80. Et il dit, toute proportion gardée, le déficit de 3,2 milliards qui avait été prévu en 84-85 est supérieur aux 8,6 milliards de cette année. Il représentait alors 3,2 du PIB. Le déficit cette année, 1,3 du PIB. Donc, la chronique de Michel David, que vous pourrez lire en une du Devoir au sujet du budget Girard. Grosse nouvelle hier en avant-midi, on a appris donc à la suite de cet incendie mortel dans le Vieux-Montréal que le propriétaire a été arrêté et accusé. Ça fait la une de la presse plus. 3 ans après la tragédie qui a fait 7 morts et qui a attristé tout le Québec, le propriétaire de l'édifice détruit a été arrêté et accusé, fait face à plusieurs chefs d'accusation, dont homicide involontaire, négligence criminelle, n'est pas soupçonné d'avoir déclenché l'incendie. C'est plutôt l'état des lieux qui est en cause. C'est ce qu'a expliqué la police de Montréal hier. Vous pourrez lire également là-dessus un texte d'Yves Boisvert qui nous explique un peu pourquoi ça a été si long, 3 ans, donc plus de 3 ans après les faits. Les policiers ont procédé à ces arrestations. Mais entre autres, on veut procéder aux arrestations au moment où on est prêt à se rendre tout de suite en cours, aller à procès rapidement, parce qu'évidemment, il y a cet arrêt Jordan qui pend toujours au-dessus de la tête des avocats. Donc, plusieurs textes à lire dans la presse de ce matin. Maintenant, une du Globe and Mail. C'est une histoire qui fait pas mal de bruit en Alberta et on apprend dans le Globe and Mail, on revient en fait sur ces perquisitions menées par la GRC au siège d'une entreprise médicale d'Edmonton. C'est dans le cadre d'une enquête sur des irrégularités dans les contrats du système de santé de l'Alberta. Une entreprise donc qui a obtenu des millions de dollars en contrats publics et qui fait l'objet donc de critiques pour ses liens avec des responsables politiques. Ça éclabousse le gouvernement de Daniel Smith. On dit dans le Globe and Mail que l'entreprise de l'homme en question a obtenu pour plus de 600 millions de dollars de contrats de la part du gouvernement, dont 70 millions pour une entente en 2022 qui visait à importer des médicaments pour enfants depuis la Turquie. Or, seulement le tiers a été livré. Vous pourrez lire les détails dans le Globe and Mail de ce matin. Je vous parle du site de Radio-Canada. C'est une enquête, entre autres, de mon collègue Thomas Gerbet avec Patrick-André Perron et Marianne Despelteaux. Ce sont des dizaines de milliers de camionnettes et de camions au Québec qui voient leur système anti-pollution désactivé. On parle d'une fraude à grande échelle. Lorsqu'on désactive ce système anti-pollution, c'est comme si on ajoutait 34 camions sur les routes. Or, au Québec, il y a toute une économie parallèle ou une façon de faire parallèle qui fait en sorte qu'on désactive les systèmes anti-pollution. Ça coûte 5 000 $, mais ça fait en sorte que les camions sont plus performants, coûtent moins cher en essence et semble que c'est un système qui brise beaucoup. Donc, au lieu de les réparer, souvent, les camionneurs vont décider de les débrancher avec les impacts environnementaux que l'on peut confirmer, évidemment, lorsqu'on désactive un filtre anti-pollution. Vous pourrez lire ça en une du site de Radio-Canada ce matin. Karine Matteux se joint à nous maintenant. Bonjour, Karine. Bonjour, Mathieu. Oui, on va parler des réactions à ce budget du ministre Éric Girard, 8e budget. On a entendu beaucoup le mot déception au cours des dernières heures, mais on nous avait prévenu, c'est un budget qui est sobre. D'abord, quelques mots sur le budget comme tel. Oui, avant d'entendre les réactions, commençons avec ce que le ministre a qualifié de bonne nouvelle. Alors, le déficit de l'an dernier qui a été revu à la baisse, passant sous les barres de 10 milliards de dollars. Celui de 2026-2027 est estimé à 8,6 milliards de dollars et le retour à l'équilibre budgétaire est prévu en 2030. Les partis d'opposition, on le disait hier, attendaient de pied ferme ce budget. Alors, voici la réaction du libéral Charles Milliard, la solidaire Rubagaza, le péquiste Pascal Paradis et le conservateur Éric Duhem. On a un budget qui se démarque par la panne d'inspiration qu'il représente. C'est un budget qui est ni responsable, ni centré sur les priorités des Québécoises. Il n'y a absolument rien sur le coût de l'essence. C'est présentement que les gens ont besoin d'aide pour faire face à la hausse du coût de la vie.
Et les partis d'opposition critiquaient aussi l'enveloppe discrétionnaire réservée à la ou au prochain premier ministre. C'est une somme finalement d'un peu plus d'1 milliard de dollars sur 5 ans, avec une provision pour éventualité. Là, on parle de 8 milliards sur 5 ans. Déception dans le milieu des affaires et dans les municipalités, dans les différentes villes. Oui, le ministre dit vouloir être prudent. Il redoute la renégociation de l'accord de libre-échange avec les États-Unis. Et justement, le milieu des affaires espère obtenir de l'aide pour faire face aux tarifs douaniers. Donc, voici la PDG de Manufacturiers et Exportateurs du Québec, Julie White, suivie de Véronique Proulx de la Fédération des chambres de commerce du Québec. On a encore des entreprises qui sont affectées directement par les tarifs douaniers. Oui, il y a de l'aide pour l'industrie forestière et c'est bien, mais il n'y en a pas pour les entreprises en aluminium, en acier, les cabinets de cuisine, salles de bain, les camions, les autobus qui sont frappés par des tarifs encore. Au niveau de l'aide aux entreprises, les mesures ne sont pas au rendez-vous. Par contre, fait intéressant, on investit davantage dans le programme québécois des infrastructures, ce qui pourrait permettre de relancer des projets à travers le Québec. Et côté infrastructure, bien, les villes auraient aimé en obtenir davantage. Les investissements en infrastructure sont en hausse malgré tout avec 7 milliards sur 10 ans. Je vous laisse entendre le maire de Québec, Bruno Marchand. Juste la Ville de Québec, c'est 5,5 milliards. Alors, c'est un problème, c'est un enjeu, mais quand on compare avec ce qui est fait en santé, on en met 14 fois plus en santé et en éducation qu'on en met au municipal. Il y a des grands besoins en santé, il y a des grands besoins d'éducation, c'est vrai. Mais au municipal, on représente 60 % de toutes les infrastructures au Québec. Alors oui, 260 millions de plus, c'est bien, mais ça va être insuffisant. Alors, même son de cloche de la part de Montréal, qui a toutefois salué les investissements en itinérance. Et en rafale, autre réaction, il y a des investissements pour 1000 logements sociaux, alors que le Frappru mentionne qu'il en faudrait 10 000 logements pour répondre aux besoins. Et malgré des investissements en santé mentale ou pour les banques alimentaires, bien, plusieurs organismes communautaires disent être restés sur leur faim. Réaction positive, il y en a quand même quelques-unes. Oui, le milieu de l'enseignement supérieur a accueilli le budget avec soulagement. Le gouvernement a décidé cette année d'intensifier les dépenses dans les cégeps et les universités. Il y a aussi l'ajout des 5 000 nouvelles places de garde subventionnées. Et je vous invite à aller voir le texte sur notre site Budget du Québec. Quelques bonnes nouvelles pour les contribuables. Vous allez pouvoir voir aussi que, bon, les propriétaires verront l'augmentation de leur compte de taxes scolaires plafonné à 3 % entre autres et autres mesures. Il y a beaucoup de choses à dire, effectivement, sur ce budget-là. Pas facile de tout résumer ça. Vous nous avez fait un bon tour d'horizon. Merci, Karine. Je vous en prie. Julie Jasmine est de retour en studio pour les actualités culturelles. Oui, donc Patrick Bruel, chanteur visé par au moins 2 plaintes pour des agressions sexuelles et tentatives de viol, c'est ça? Oui, c'est ça. Celle-ci, précisément, a été déposée la semaine dernière à Paris par la directrice générale d'Unifrance. C'est un organisme qui fait la promotion du cinéma à travers le monde. Alors, les faits remonteraient à 1997 à Acapulco. Et l'autre plainte, elle est en fait pour viol. Elle a été déposée en septembre 2024 à Saint-Malo. Là, on est dans l'ouest de la France. Et les faits présumés, en fait, auraient été commis, je dirais, en 2012, oui, c'est ça. C'était lors d'un festival de films. Et on sait que pour celle-ci, une enquête préliminaire, donc, qui est en cours. Et toutes ces plaintes-là ont été révélées hier par le site français d'enquête Mediapart, qui rapporte également qu'il y a des accusations de la part de 6 autres femmes pour des violences sexuelles. Là, on est entre les années 92 et 2019. Et Patrick Bruel se défend par la voix de son avocat. Lui, il nie fermement les faits et affirme n'avoir jamais cherché à contraindre qui que ce soit à un acte sexuel ou avoir outrepassé un refus. Et d'ailleurs, son avocat dit, bien, la justice s'est déjà prononcée. Puis là, il fait référence à des événements, donc des accusations de 2 masseuses. Je ne sais pas si vous vous souvenez de cette histoire-là, c'était en 2019, pour lesquelles il n'y avait pas eu de suite, là, faute de preuves suffisantes. Alors voilà, bien, c'est sûr, cette histoire-là fait énormément jaser. Là, c'est dans tous les médias, je dirais ici, mais également en français, là, cette histoire concernant Patrick Bruel. Revenons sur le budget culturel et le budget du Québec et les réactions dans le milieu culturel. Oui, et je dirais soupir de soulagement, surtout en ce qui concerne le maintien du programme Culture à l'école et les sorties scolaires. Scolaires culturelles. Alors là, on parle d'une enveloppe de près de 120 millions sur 5 ans. Alors, le Front commun pour les arts, ça, c'est à peu près une vingtaine d'associations culturelles au Québec, c'est dit vraiment soulagé. Et je dirais une réaction aussi commune et conjointe. Là, on parle notamment de l'Association des réalisateurs, la Guilde des musiciens, la Société des auteurs et autrices là, pour la télé, la radio ou encore le cinéma.
et surtout l'Union des artistes. Et d'ailleurs, sa présidente, Tania Contoyene, a dit c'est primordial. Si on veut accrocher les jeunes à notre culture, ça passe par là. Et autre point important de ce budget, c'est l'aide à l'audiovisuel. Souvenez-vous, ce rapport qui a été déposé en septembre, un groupe de travail. Alors là aussi, on a une grande enveloppe. Je dirais que la plus grosse part ira à la SODEC. Et l'idée, c'est vraiment cette aide-là va servir à de la production de contenu d'envergure, donc propice à l'exportation, donc faire voyager nos œuvres culturelles. Et ça, c'est accueilli, bien sûr, favorablement. Je pense au directeur général de la Sartec qui dit, la bonne nouvelle, entre autres, c'est que ce rapport-là ne sera pas ou n'a pas été tabletté. Puis dans le budget, on voyait vraiment toutes les lignes qui disaient on se base sur certaines recommandations. Et d'ailleurs, il y a une part de ce budget-là qui va aller aussi à Télé-Québec. On veut moderniser notamment la plateforme. Puis aussi, on veut soutenir TV5 Québec Canada. Et autre point important, c'est que les médias d'information, Mathieu, vont pouvoir bénéficier d'un crédit d'impôt, entre autres. Là, on parle des médias d'information privés, c'est-à-dire la télé, la radio, les agences de presse. Et Pierre-Carl Péladeau, bien sûr, a eu une réaction. Président, directeur général de Québécois a dit c'est un soutien essentiel. On le réclamait depuis vraiment longtemps. Puis là, il est urgent que du côté du gouvernement du Canada, on emboîte le pas ou on agisse à son tour. C'est l'équivalent. Il y avait déjà ça pour la presse écrite, ces crédits d'impôt. Maintenant, ça s'applique donc à l'audiovisuel pour les médias privés qui font de l'information. Les poupées, les poupées virales, la boubou, la bubu, non, la boubou. C'est la boubou. La boubou vont débarquer au cinéma. Oui, c'est ça, c'est une nouvelle. Donc, c'est des figurines un peu poilues, sont pas belles, sont pas laides, on ne sait pas trop. Mais clairement, elles sont virales sur les réseaux sociaux depuis la dernière année. Alors, c'est la chaîne chinoise PopMart qui les commercialise parce que, ça a été créé par un artiste de Hong Kong. En association avec Sony Pictures, va donc créer un film. Il est en production et on a choisi déjà le réalisateur. C'est le réalisateur de Paddington, Paul King. Alors, pour l'instant, la sortie n'a pas été annoncée, mais on sait que c'est en chantier. Vous nous avez parlé récemment des annonces pour les festivals qui s'en viennent cet été. Puis là, déjà, on commence à lancer les programmations pour l'automne. Déjà, puis le printemps arrive demain, imaginez. Alors, oui, c'est le festival Phono à l'Université Laval. Ça va se passer du 10 au 12 septembre et on veut vraiment créer une personnalité à ce festival-là qui existe depuis 3 ans. On le veut jeune, urbain, actuel. On veut un mini Oshéaga, dit-on, même si c'est la gang du FEC qui est derrière ça. Et c'est la Britannique Natasha Bedingfield qui sera là. On se laisse là-dessus, Julie Jasmine. Merci beaucoup. Plaisir, salut. Bonne journée. Marie-Michel Borduas est maintenant en studio pour ce qu'on va surveiller dans la salle des nouvelles. Oui, évidemment, il y a toujours cette guerre au Moyen-Orient qu'on continue de surveiller avec des secouristes qui sont en première ligne au Liban. Liban qui a été durement touché, entre autres le sud et la capitale Beyrouth. Il y a notre envoyé spécial, Rania Massoud, qui s'est rendu dans une antenne temporaire de la Croix-Rouge libanaise. C'est pas facile pour les secouristes là-bas. Ils sont vraiment en première ligne de guerre. Il y a d'ailleurs un texte web à lire sur notre site web ce matin. Et l'Alliance de la fonction publique du Canada s'inquiète de la réduction du personnel. Oui, c'est une sortie liée au plan ministériel déposé dans les derniers jours. Par exemple, chez Emploi et Développement social Canada, il y aura 15 600 fonctionnaires de moins en 2029 qu'en 2025. Et le plus gros syndicat des fonctionnaires craint en fait une perte de qualité de service pour les Canadiens dans les prochaines années. Reportage d'Estelle Côté-Sroca à ce sujet. Merci beaucoup. Merci Marie-Michel. Voilà pour cette édition d'À la Une. Vos équipes du matin vont prendre le relais dans les prochaines secondes. Merci d'être avec nous à tous les matins que vous nous écoutiez à la radio, sur l'application audio ou même sur le réseau de l'information. Je vous rappelle qu'on est aussi télédiffusé de 5h30 à 6h. Bonne journée. Ici Alec Castonguay, lendemain du peut-être dernier budget Girard à Québec, on reçoit le ministre des Finances. À tantôt. Midi Info, sur Ici Première et Radio-Canada Audio.